bienvenue sur ce nouveau webinaire SEMJ en partenariat aujourd'hui avec Conto. Aujourd'hui, on va parler de référencement international, comment utiliser le SEO pour devenir une référence internationale. Et on varie un peu du format actuel, hein. Là, ce ne sera pas un cours magistral comme on fait d'habitude. On adopte le format de la FAQ. Ça change un peu, on sait que c'est un format qui plaît toujours beaucoup. Et pour cette FAQ, ce sera en mode question-réponse avec Karim, ici présent, de Conto. Bonjour Karim, est-ce que tu peux te présenter Yes. en quelques mots? Bonjour à tous, merci pour cette opportunité, c'est un sujet super intéressant. L'idée, c'est qu'on puisse échanger sur les problématiques les plus prégnantes quand on fait du SEO international, qu'on soit indépendant, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit côté agence ou annonceur. C'est pas forcément le même timing et les mêmes challenges, et qu'on puisse aussi, je pense, citer quelques use cases de Conto qui peuvent être intéressants. Toujours intéressant de prendre des exemples réels. Et justement, tu parlais de use case de Conto. Pourquoi on fait appel à toi pour ce webinaire aujourd'hui? Parce que ton retour d'expérience est précieux dans la mesure où toi, en tant que lead SEO chez Conto, tu as pu mener à bien une stratégie SEO internationale sur 4 marchés, c'est ça? C'est ça, il y a 4 marchés, 5 langues. On a le plus gros marché qui est en France. On est en Espagne, en Allemagne et en Italie pour l'instant. Et effectivement, je dirais le challenge, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut répliquer et qu'est-ce qu'il faut localiser et quelle est la difficulté qu'il peut avoir dans la localisation, que ce soit en détection de mots-clés, donc en détection de potentiel, ou en exécution, c'est-à-dire en production de contenu. Et j'ai vu des questions qui sont liées à ça, et ça va être intéressant de les décortiquer. Ouais, je vois que tu commences déjà à parler de réplique et de localisation, qui sont deux thématiques qu'on va pouvoir toucher aujourd'hui. Très bien. Donc, pour ma part, Charles Bouzreau, je suis chef de projet SEO chez SEMJ. Donc, j'accompagne des clients au quotidien dans la mise en œuvre de la stratégie SEO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Conto, justement, sur ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ouais, complètement. Alors, on est un compte professionnel 100% en ligne. On offre pas mal de features, de fonctionnalités pour simplifier la gestion financière et la comptabilité et le quotidien des entrepreneurs et des PME. Ce qu'on peut citer de plus important, ça va être l'outil de facturation intégré. On a tous les moyens de paiement. En France, on va avoir même le chèque. On va avoir des cartes virtuelles, les cartes premium qui sont intéressantes pour certains publics cibles. On a un support 7 jours sur 7, 24 sur 24. On a une grosse équipe CS qui fait qu'on arrive à avoir des bons scores et un bon NPS, c'est une note de recommandation. On a aussi une API intégrée à pas mal d'outils comptables et d'outils de productivité comme Slack. Je cite Slack parce que c'est ce qui va montrer la facilité de s'intégrer à Conto, mais on a aussi on couvre la majorité des outils comptables. Donc, on peut faire, par exemple, de la réconciliation comptable avec Conto et en le pluguant à d'autres outils comptables. Donc, il y a un horizon assez large des applications de Conto, et c'est dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est ce qu'on localise aussi en Italie avec des modules qui permettent le paiement des impôts, en Allemagne aussi avec quasiment le même module, etc. Aujourd'hui, on offre des plans qui vont de 9 € jusqu'à 249 €, donc dépendamment de la taille, si on est entrepreneur ou si on est une PME, et c'est sans engagement. On a réussi à avoir 250 000 clients sur les 4 marchés, et on ambitionne de doubler ce chiffre-là dans les prochains semestres, dans les prochaines années. En acquisition, en équipe growth, on a une équipe acquisition, on est une 45, donc on a l'augmentation de l'équipe a accompagné l'augmentation du nombre de clients et des performances qu'on a eues, et on est aujourd'hui 45. Dans l'équipe SEO, on est 9 et on travaille également
avec les équipes marketing qui produisent du contenu sur le blog. Et SMJ a été un outil important justement pour pouvoir, et il sera de plus en plus aussi, pour pouvoir intégrer des rédacteurs qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément du SEO, mais que SMJ arrive à onboarder, SMJ arrive à simplifier les recommandations et les micro-recommandations SEO au contenu. Donc aujourd'hui, on crée pas mal de contenu à la fois sur le website et sur le blog. Donc à la fois sur des contenus business et des contenus purement informationnels sur le blog. D'ailleurs, on vient de lancer le nouveau blog, on vient j'ai pas le mot en français, je suis désolé, je vais essayer d'éviter les anglicismes, mais on vient de refondre le blog, voilà. Voilà. Qui est arrivé. C'est ça. Mais je sais, c'est parfois compliqué. Ouais, donc 9 personnes au pôle SEO, ouais, c'est une belle équipe, hein, et une belle croissance. Donc, on souhaite que ça continue. Et du coup, merci d'avoir un peu introduit SMJ dans tout ça. Et puis, merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, pour SMJ, pour ceux qui nous découvrent, donc on n'est pas simplement une agence SEO. SMJ, c'est également un outil, une plateforme dédiée à vos stratégies de contenu. Donc c'est une plateforme d'aide à la rédaction qui va aider vos rédacteurs, vos équipes marketing et SEO à rédiger du meilleur contenu plus rapidement. Donc du contenu qui va mieux ranker sur Google, sur les moteurs de recherche. Donc comme l'a dit Karim, c'est aussi idéal pour vos équipes qui ne sont pas forcément des experts SEO. Ça permet de comprendre très rapidement comment tout ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, donc vous avez le chat à droite, vous avez également un onglet questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, plutôt que de les poser dans le chat, essayez de penser à les poser dans l'onglet questions. Vous pouvez également voter pour les questions les plus pertinentes. Et puis, à la fin de ce webinaire, on essaiera de prendre quelques minutes pour répondre aux questions les plus populaires. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, est-ce que tu es prêt, Karim? Ouais. Allons-y. Alors là, ça va être en mode marathon. Où Karim va essayer de répondre à un maximum des questions. Alors, comment ça s'est organisé? Si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux sur les 2 dernières semaines, on vous a demandé quelles étaient vos préoccupations principales concernant le SEO en multilingue. Vous avez été très nombreux à nous envoyer tout un tas de questions. On les a collectées. On a supprimé les doublons. On a pris celles qui nous paraissaient les plus pertinentes, mais aussi celles qui étaient les plus populaires, qui revenaient le plus souvent. Et donc, on va essayer d'y répondre au maximum aujourd'hui avec Karim. Première question, du coup. Si mon contenu existe à l'identique sur mon site belge et mon site français, est-ce considéré comme du duplicate content et que faire dans ce cas-là? Alors là, il faut se poser la question. Alors, il faut se mettre, on va dire, à la place du robot d'indexation et se dire que s'il n'y a pas de signaux qui montrent une distinction entre ces deux versions, est-ce que le robot d'indexation aura de la valeur ajoutée à aller les crawler, les parcourir à chaque fois, parcourir ces deux versions à chaque fois? En fait, ici, ce qu'il faut faire, c'est en fait, il faut mettre en place ces signaux-là. Alors, les signaux, il y en a plusieurs. Il y a le hreflang, donc c'est un balisage spécifique qu'on met dans le code, qui va aller indiquer la langue d'abord, et ensuite, on peut aussi rajouter le pays. Donc en Belgique, c'est l'un des exemples qui revient le plus dans les use cases internationales. On a plusieurs langues comme la Suisse. On va avoir FR Belgique. Et donc, il faut, ce qu'on recommandera en premier, c'est de mettre en place le hreflang. Alors, le hreflang, c'est donc il faut avoir ce mapping des pages, des URL qui sont dans une version et dans l'autre, pour indiquer à Google que cette version-là est pour la France et en français pour la France, et cette version et cette duplication-là est pour la Belgique, pour le français en Belgique. Alors, il y a aussi d'autres signaux qui peuvent être aussi importants, comme la locale en
subfolder, donc pardon, Sous répertoire. sous-répertoire, merci beaucoup, dans le nom de domaine. Donc, on va voir monsite.com/fr-be, par exemple, qui va aussi permettre de donner un signal à Google qu'on a un site, une version belge qui est dans un répertoire dédié à la Belgique. On a la possibilité aussi de changer quelques éléments éditoriaux. Alors, j'imagine qu'ici, la question est comment faire en sorte que mon site français et mon site belge s'indexent bien sans créer du dupliqué de contenu, sans avoir à trop changer le contenu, en fait. Je pense aussi, ouais. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il faut faire des petits changements tactiques sur des balises titres, des balises H1, autant qu'on peut sur des pages importantes. Donc, pour résumer, je dirais le hreflang quand on peut le faire. Sinon, le sous-dossier, le local en sous-dossier, dans toutes les URL, et ensuite voir s'il y a des changements tactiques qu'on peut apporter aux balises titres les plus importantes. Oui, et alors c'est vraiment une question qui est dans l'actualité puisque je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une grosse conférence SEO, les SEO Day 2022 au mois de juin, dans lesquels il y a eu un hangout de John Mueller de Google. Il répondait à des questions. Cette question-là est ressortie. Alors, pas pour la France et la Belgique, mais c'était pareil de pays anglo-saxons avec du coup du contenu en anglais identique. Et John Mueller a dit exactement ça, ce que tu dis, Karim, que si le robot voit du contenu qui est parfaitement identique, il va cleaner son index, en fait. Donc, il va décider d'en indexer un seul sur les deux, parce que ça n'a pas de sens d'indexer deux contenus qui sont complètement identiques. Il disait aussi que c'était pas dramatique. Il parlait pas de pénalité ou quoi que ce soit. Il disait, bah voilà, si d'un point de vue éditorial, vous n'avez pas différencié ces contenus-là, bah on prendra le plus puissant et puis c'est comme ça. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Souvent, quand on parle de duplicate content, on pense à toutes les pénalités qui vont avec. Là, il parlait pas du tout de notion de pénalité. Est-ce que tu es prêt pour la question suivante, Karim? Vas-y. Pardon, juste pour apporter une précision, parce qu'ici, en vrai, la question précise qu'il y a un site belge et un site français. Dans ce cas-là, le signal est le nom de domaine, en réalité, le nom de domaine avec la géolocalisation dans l'extension choisie. Donc là, ce serait un .be et un .fr. Donc, ce serait un des signaux qui serait déjà mis en place, en réalité. Tout à fait, ouais. Alors, question suivante. On nous demande, nous souhaitons nous développer sur de nouveaux marchés. Comment choisir entre un sous-domaine, un sous-répertoire ou un nouveau domaine? Donc, la question, quel domaine je choisis si je veux m'étendre à l'étranger? Très bien. Alors là, les sous-domaines, c'est intéressant parce que Google va les considérer comme des sites distincts et autonomes. Alors, certains recommandent d'avoir des sous-domaines dédiés au pays pour augmenter le poids SEO. En réalité, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des locales sur le même nom de domaine, donc d'avoir des sous... mince, à chaque fois, je perds le mot. Des sous-répertoires avec la localisation. Ouais. Exactement, comme on le fait avec Conto, parce que c'est plus simple en termes de gestion après. Je ne vois, il n'y a pas d'intérêt, de bénéfice à avoir des sous-domaines, à part que ça rajoute la nécessité de les gérer en plus. Alors que si on a un nom de domaine centralisé avec des locales, on centralise justement la gestion des ressources qu'on peut avoir. Donc, c'est ce que je recommande. Et en termes de performance, il n'y a rien à redire sur les performances d'un site qui a un nom de domaine générique, type .com. Je pense qu'il y a une question qui va revenir sur ce sujet-là des noms de domaine génériques avec des locales. Voilà. Ouais. Alors, peut-être, effectivement, il y a peut-être une nuance à apporter. Il y a parfois un intérêt à employer un nouveau TLD.
Nous, on a tendance à recommander si c'est pas du tout le même site. Donc, si on part sur une autre marque, parce qu'on veut se développer sur l'Angleterre, mais du coup, on va créer une autre marque exprès pour ce marché-là, peut-être avec un catalogue un peu différent, une approche, voilà, une communication un peu différente. Oui, là, peut y avoir un intérêt, effectivement, à partir sur un nouveau TLD, voilà, à bien différencier les deux. Mais sinon, comme Karim, comme tu l'as dit, le sous-répertoire a de nombreux avantages en tout point. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Si on garde le même business, on garde la même marque, mieux vaut opter pour les sous-répertoires. Si effectivement on offre si on a une nouvelle marque ou si on a un contenu qui est différent, est quand même affilié à la marque, à la première marque, il faut avoir un sous-domaine. Ce serait plus intéressant d'avoir un sous-domaine, effectivement. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question de l'autorité et du profil de lien. Vous savez que si vous restez sur le domaine actuel et que vous travaillez en sous-répertoire, c'est le même domaine par définition. Donc, vous conservez cet aspect de puissance de domaine. Si vous avez mis plusieurs années à monter la puissance de votre site actuel, qui est en .com, oui, vous avez intérêt à le garder. Si vous créez un nouveau TLD, eh bien, vous allez devoir repartir de zéro. Alors après, c'est sujet à débat. C'est un avantage qui a du sens, effectivement. C'est sujet à débat parce que, de facto, les liens que vous avez, la puissance que vous avez déjà sur la France, elle provient de liens en français, forcément. Donc, ces liens en français vont avoir un intérêt limité, pas nul, mais limité, si vous voulez attaquer le marché italien, américain, etc. Parce que dans tous les cas, il vous faudra des liens thématisés sur ces marchés-là. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Du coup, question suivante. Ma stratégie édito est efficace sur le marché français. Est-ce que je peux me contenter de la traduire pour obtenir des résultats similaires à l'étranger? Et là, je pense que tu vas nous parler peut-être de l'exemple de Conto, justement. Pas forcément, parce que justement, on a évité, c'est un point rouge, la traduction. Alors ça dépend, parce que je pense qu'il y a des questions qui vont parler de traduction automatique avec des outils. Je pense que je ferai une réponse assez générale qui va concerner toutes ces questions-là. Alors la traduction automatique, elle crée un risque élevé de confusion, parce qu'elle ne prend pas en compte parfois le sens réel des métaphores qu'il peut avoir, des jeux de mots, etc. Dans le cas des signes de ponctuation, avec la langue espagnole, on aura un gros challenge. Pour la langue allemande, qui est riche en complexité comme peut l'être la langue arabe, une traduction, elle ne sera même pas pertinente pour garder le sens des textes, voire de certains mots en fait. Donc ça va être ce risque de confusion et pas bon pour votre taux de conversion, on va dire final, votre capacité à engager vos cibles. L'autre point bloquant, c'est que l'optimisation SEO du texte en français, qui se fait sur la base d'entités et de la sémantique pertinente du web français, donc des résultats qu'il y a dans le web français, elle n'est pas transposable à d'autres marchés. Donc, ce qu'on a concrètement, ce qu'on va avoir par exemple comme recommandation sur CMJ en français, si on le traduit, ça veut pas dire, si on traduit en allemand, ça veut pas dire qu'on a optimisé le texte en allemand. Ça veut dire on est passé à côté des optimisations allemandes. Donc, il faut opter pour ce qu'ils appellent chez Conto, alors chez plusieurs annonceurs maintenant, la transcréation. Tout à fait. C'est-à-dire travailler avec un rédacteur qui traduit vos textes, et qui les optimise avec la nouvelle langue. Et c'est là où des outils comme CMJ vont permettre d'augmenter la localisation grâce aux entités qu'on pourra utiliser dans le texte et aux recommandations qu'il faut utiliser dans le texte. Alors, si on souhaite aller vite, on va traduire automatiquement le texte, on va penser à le traduire automatiquement, et en fait, cela va faire remonter des données dans la Search Console. On va commencer à ranker sur certains keywords au minimum, sur certaines requêtes, et ça donnera une idée du potentiel parfois, voire de l'attraction. Le risque, c'est que Google puisse déclasser le site après une mise à jour algorithmique, car il jugera que le contenu est de mauvaise qualité, ou qu'il puisse vous garder dans la sandbox. Et en fait, c'est un trop gros risque
pour le bénéfice qu'on peut en tirer. Donc, je mettrai un gros point d'attention sur la traduction automatisée, même avec des outils d'intelligence artificielle comme GPT-3. Google est en mesure aujourd'hui d'identifier, d'apprécier la qualité de ces traductions-là. Voilà. Ouais, faire très attention à ça. Je me permets aussi d'apporter un complément à ça, parce que la question parlait de stratégie édito. Donc là, on a parlé de traduction des contenus, ça en fait partie, mais il y a traduction de la stratégie édito, c'est-à-dire vous avez une stratégie avec vos 1000 contenus à produire cette année, ou que vous avez fait en français en 2021, et vous dites, là, ces 1000-là, je vais les traduire, et puis je vais les faire en 2022, pour l'anglais, par exemple. Et peut-être que la traduction de ces contenus-là n'est pas pertinente parce que vous avez appuyé cette stratégie édito sur les questions les plus posées sur le marché français, sur les préoccupations des Français. On est en période d'élection, donc on entend souvent ça. Et en fait, peut-être que ça colle pas du tout à ce que peut-être que les Américains ont pas du tout les mêmes questions, et peut-être aussi que ce sont des sujets qui ont déjà été traités des centaines de fois là-bas, donc vous n'allez pas pouvoir tout simplement vous démarquer. Donc là aussi, il y a peut-être un travail d'adaptation à faire dans la stratégie édito même, c'est-à-dire quel contenu vous allez faire. Alors, effectivement, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, une stratégie éditoriale, si on parle que du SEO, reposera sur les mots-clés. Et on évaluera le potentiel de chacun des mots-clés avec le volume de recherche qu'il peut avoir ou le potentiel business que ça peut avoir pour nous. Donc, effectivement, c'est la même logique. On ne peut pas transposer la réalité d'un marché à un autre. Il y a des similarités. Il y a des choses qui sont qu'on trouve dans les deux marchés avec des volumes de recherche qui vont être différents, une traction qui va être différente, des intentions utilisateurs qui seront différents. Il y a des mots-clés qui sont très clairement transactionnels qu'on a en France et qu'on n'a pas en Allemagne, par exemple. Ouais. On peut prendre l'exemple du dépôt de capital qui sera moins transactionnel en Allemagne. Et il le sera en France. Il y a des produits qui sont construits autour du dépôt de capital en ligne en France. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est dans un premier temps, encore une fois, je pense en mode quick win, c'est de voir, donc avec des outils de détection de keywords, de mots-clés, de voir ce qui existe dans les autres marchés. Donc, en prenant notre stock de contenus existants qui font des performances en SEO en France, et de voir si en traduisant le mot-clé, le focus keyword de chacun de ces contenus-là, voir s'il y a une équivalence dans la langue qu'on veut attaquer. Et à partir de là, on a une première étape, en fait. Après, on ne fera pas l'économie d'une immersion dans le marché qu'on vise, avec tous les aspects qui peuvent être différents sur la consommation du produit ou du service qu'on vend, les spécificités légales qui vont aussi impacter pas mal les recherches, etc. Donc ça, effectivement, ma réponse, ce serait c'est une bonne première étape de traduire et de voir s'il y a des mots-clés, de traduire la stratégie éditoriale FR et de voir s'il y a des mots-clés pour commencer, pour lancer les jalons, mais ensuite, il y a pas mal de choses à aller chercher, à aller découvrir. Tout à fait. Oui, on avait au précédent webinaire sur l'internationalisation, on avait cité l'exemple de Kakemono, qui est un mot-clé business, qui est utilisé en français, mais Kakemono, en Afrique du Sud, on va plutôt utiliser X-Banner ou Rollup, voilà, des mots qui vont pas sortir dans la traduction, en fait, que vous allez devoir aller rechercher avec une étude un peu approfondie sur, comme tu disais, une immersion dans le marché, quoi. C'est ça. Question suivante. Conseillez-vous d'utiliser un plugin de traduction automatique pour faciliter le passage de mon site en multilingue? Qu'est-ce que tu penses des plugins de traduction automatique? Donc pareil, c'est même réponse. La première réponse que j'ai pour la question 3 est finalement valable pour celle-là. C'est encore une fois trop de risques qu'on prend pour le petit bénéfice qu'il y aurait à générer de la donnée sur ces marchés-là. Donc je privilégierais plutôt la qualité en petite quantité. C'est-à-dire identifier les top pages business ou les top pages informationnelles qui vont faire pas mal de trafic. Et voilà, et voir si on peut les traduire et les transcréer
Donc, avoir des versions optimisées. On ne va Mmh. pas traduire 100% du site, on va peut-être traduire les meilleures pages, enfin traduire, adapter les meilleures pages au marché qu'on vise et petit à petit construire une stratégie dédiée à ce pays-là plutôt que de tout traduire automatiquement et d'être sous le risque de la sandbox. Mmh. Donc quitte à y aller par étapes, petit à petit, quoi. Traduire à son rythme plutôt que tout d'un coup automatiquement, ouais. Autre question, dois-je ajouter le code langue dans les balises hreflang pour chaque pays afin de m'assurer que mon site s'affiche bien dans chacun? Alors, à ma connaissance, il faut surtout ajouter la balise langue Oui, je pour pense qu'il y a peut-être cibler une confusion ouais, entre la balise langue et la balise, pays. la balise pays. Ouais. Donc, il faut surtout ajouter la balise langue. Et ensuite, comment dire, il peut y avoir donc pour certains pays la nécessité d'ajouter aussi le pays et la langue. On a parlé de la Belgique, mais on peut aussi parler de la France avec une version anglaise si on a des utilisateurs. C'est le cas de Conto, par exemple. On a des utilisateurs, on se pose la question, on n'a pas de version anglaise pour les utilisateurs, on n'a pas de version anglaise pour le marché français, on a juste une version anglaise pour tous les marchés. Mais on se D'accord. pose la question parce qu'il peut y avoir effectivement des utilisateurs anglophones à Paris, il peut y en avoir aussi à Barcelone, donc il faudrait une version anglaise du site espagnol, etc., etc. Mmh. Donc, dans le cas où on cible des pays avec plusieurs langues, dans ce cas, effectivement, le hreflang va être obligatoire, on va dire, va être très recommandé plutôt. Mais voilà, pour répondre précisément à la question, il faut toujours avoir une balise langue il faut toujours renseigner la langue dans le balisage hreflang. OK. Eh ben, c'est très clair. Question suivante. Donc j'ai à l'origine un site en .fr, le .com n'était pas disponible. Alors ça, c'est pas de chance. Je souhaite désormais cibler d'autres pays. Est-ce que c'est plus difficile, donc en gardant le .fr? Est-ce possible de ranker à l'étranger en gardant mon site en .fr et en créant, par exemple, des sous-répertoires par langue? Ou alors, dois-je partir de zéro en créant un autre domaine? Alors, c'est la première fois que je vois cette problématique et je pense il y a plusieurs entrepreneurs qui ont dû avoir la même problématique. Mmh. Bon, la réponse de Google, c'est que la solution du domaine générique de premier niveau est la plus intéressante, avec ensuite une configuration du géociblage dans la Search Console et avec les locales. Les locales, je le rajoute, mais en fait, ça va être très important d'avoir ces locales-là. On va parler de l'exemple de Conto, on va citer l'exemple de Lego après dans les questions. Donc, je dirais que pour le site FR, le site.fr, il me paraît très compliqué de pouvoir créer des locales en sous-répertoire et d'aller attaquer des marchés étrangers, Tout à puisque fait. le nom de domaine va être un indicateur très important de la localisation du site. Et le .fr est beaucoup trop lié au français. Donc, il faut plutôt aller vers des domaines génériques comme le .com, le .org, le .eu, le .info. Il y a toute une flopée de noms de domaines de TLD qui sont génériques. Donc, il faut faire cette migration-là, c'est ce que je recommanderais. Donc, faire un changement de nom de domaine du .fr vers un nom de domaine générique, vers un TLD générique. Et ce changement peut se faire très facilement au niveau SEO grâce à une seule règle de redirection. On ne va pas avoir un plan de redirection URL par URL. C'est pas forcément le cas pour les applications qui sont liées au site web, mais disons, au niveau des noms des URL, on aura une seule redirection à faire. Et ensuite, à partir de là, en fait, on va pouvoir créer des répertoires dédiés aux différents pays. Donc, revenir sur la solution classique. Donc voilà, si on n'a pas le .com, pour répondre à la question, il faut voir d'autres noms de domaine génériques, d'autres TLD génériques et faire cette migration-là. Ouais. Ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, quand vous avez un .fr, Google applique un ciblage automatique. Donc vous êtes automatiquement ciblé sur le marché français. Donc si vous faites des sous-répertoires .fr/en, .fr/es, vous allez quand même hériter de ce ciblage qui vient du .fr. Donc ça va pas être idéal. Donc la recommandation de Karim là-dessus est parfaite. Et tu disais, c'est un cas de figure qu'on trouve rarement. Effectivement, donc les .fr, j'en ai trouvé un, c'est le site France, France.fr.
le site officiel de la France, qui a coûté des millions d'euros, souvenez-vous, à l'époque. Donc, sur France.fr, ils ont ce ciblage, france.fr/en, etc. Mais bon, on peut dire que ça s'adresse aux ressortissants anglais qui vivent sur le territoire français. Donc, ils ne visent pas un autre marché. Mais du coup, très clair, effectivement, hein, tu fais bien de le préciser, il n'y a pas que les .com en domaine générique. Là, l'utilisateur en question pourrait opter pour d'autres domaines génériques qui ne soient pas des .com ni des .fr, mais qui puissent s'appliquer un peu à tous les marchés. Question suivante. Donc, certains sites comme H&M ou Zara proposent une splash page invitant l'utilisateur à choisir sa langue la première fois qu'il visite le site. Est-ce une bonne pratique? Alors ça, vous avez peut-être tous déjà vu. Hein, c'est la première fois que vous arrivez sur le site, vous avez un encart, un pop-up. Choisissez votre langue, d'où venez-vous. Une fois que vous avez cliqué une fois, ça y est, vous êtes en cache et vous allez avoir la version que vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses, Karim? Alors, je pense que c'est pas une question de SEO. Je pense que c'est une bonne pratique pour kiffer les utilisateurs et leur présenter les bonnes versions. Je pense que Zara, H&M et ce genre de sites d'entreprises vont avoir des problématiques très importantes de stock et de pricing par pays. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit une problématique SEO, c'est plutôt une problématique de trafic direct. Puisque si on passe par Google, on aura la version française de Zara, par exemple, sur l'index français de Google. Donc, on n'aura pas forcément la splash page. Et après, je peux me tromper. Mais si on tape zara.com directement, on aura la splash page qui nous permettra de choisir notre marché, d'y aller. J'ai vu des exemples une fois en tapant directement, en arrivant sur la splash page et en choisissant un pays qui n'était pas la France, d'avoir un petit pop-up qui nous demandait si on était sûr d'avoir choisi le bon pays. Donc c'est intéressant. Donc encore une fois, je pense que c'est des business où on a un trafic direct qui est très important, qui peut être très important, et la problématique de segmentation des versions du site est stratégique, elle est critique parce que encore une fois, on n'a pas les mêmes stocks et pas les mêmes stratégies de pricing forcément. Donc la splash page est une technique qui est douce et qui permet de gérer une bonne partie du trafic qui viendra par le direct. Tout à fait. Alors, on parlera justement, c'est lié à une autre problématique qui est celle de la redirection automatique des utilisateurs selon leur adresse IP. Là, ces entreprises-là ont choisi de ne pas le faire et d'adopter cette méthode-là. On verra qu'il y a d'autres manières de faire et on pourra voir si c'est bien ou pas. Ah bah tiens, c'est la question suivante. Dois-je rediriger, alors c'était pas fait exprès, dois-je rediriger automatiquement les utilisateurs vers la version du site qui les concerne en fonction de leur adresse IP? Une question qui fait débat et qui était beaucoup posée. Alors, les redirections par IP, c'est considéré comme du cloaking. Le cloaking, ça a fait peur à de nombreux SEO et de nombreuses agences pendant pas mal d'années. Il est toujours fortement déconseillé d'utiliser cette technique, même si Google gère bien le cloaking sous certaines conditions. Google va communiquer sur l'intention qu'on a à faire ces redirections-là. Il ne faut pas tromper l'utilisateur. Il ne faut pas tromper le bot d'indexation. Enfin, c'est très large. C'est une guideline qui reste très large. En réalité, si on fait une redirection par IP, prenons un cas concret, si on fait une redirection par IP des utilisateurs français, en fait, les robots d'indexation, celui de Google, va avoir une IP américaine. Donc, ça veut dire que si on redirige le bot Google vers la version américaine, il peut ne pas voir la version française. On peut avoir des gros problèmes d'indexation à cause de cette politique-là de redirection par IP, sachant qu'il faut avoir, les mêmes règles s'adapteront, seront pour les utilisateurs et pour les robots. Donc ça me paraît être très compliqué d'utiliser cette technique-là en 2022. Exactement, complètement d'accord avec toi. Laissez les robots explorer votre site et faites confiance à l'index Google pour indexer les pages françaises, enfin les pages du marché correspondant aux utilisateurs à ce moment-là. Question intéressante, mon menu doit-il être différent d'une version de langue à une autre?
Alors oui, question hautement intéressante qui remet en question certains biais qu'on peut avoir quand on réplique un modèle d'un pays à l'autre. Alors effectivement, vous devez penser votre stratégie éditoriale en fonction du search marketing, donc du SEO, mais où il y a aussi le SEA dedans. Enfin, je veux dire, quand on a une bonne stratégie SEO, elle performe en SEA. Donc, on pense d'abord au potentiel qu'on a en mots-clés, donc en SEO, en search marketing, et ensuite au fameux product market fit. Donc, en français, ce serait l'adéquation de votre offre dans ce marché-là. Est-ce que votre offre est en adéquation parfaite ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a certaines offres, est-ce qu'il y a certains services qui sont mieux consommés entre guillemets dans les pays que vous attaquez et tout ça aura un impact sur votre navigation, votre menu, pardon, votre menu de navigation aura un impact sur cette partie-là parce que vous devez mettre évidemment les pages qui vont le plus performer, les services qui vont être le plus pertinents pour le marché que vous attaquez. Et donc, je pense qu'une bonne stratégie est de répliquer ce qui est réplicable et de localiser au maximum. Après un certain temps, on a une compréhension plus importante de l'offre en général sur le marché, pas forcément que de notre performance sur ce marché-là. On peut voir aussi les concurrents et de voir de comprendre un peu comment notre offre se décline dans ce marché-là et impacter évidemment la navigation. Eh ben, ouais, très clair. Donc la réponse, c'est ça peut être une bonne idée d'avoir un. C'est pas obligatoire, mais ça peut être une bonne idée de localiser le menu en tout cas dans certaines limites. Mais c'est ça. Il ne faut pas ouais, avoir de tabou par rapport à ça, effectivement. Ouais. tout à fait. Autre question. Quelles sont les bonnes pratiques en netlinking lorsqu'on lance une nouvelle version de langue? Alors, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'on a un peu de budget ou est-ce qu'on est un entrepreneur un peu one man army, couteau suisse Alors, je vais peut-être commencer par le conseil générique et après on verra le cas de l'entrepreneur. Il faut, à part si Charlie, tu vas apporter une nuance. Non, vas-y, je te laisse Okay, développer. Alors, il faut évidemment, ce que je recommanderais, c'est de faire des échanges de liens avec les partenaires qu'on a dans ce marché-là. On en a toujours. Donc, il faut aller vers ces partenaires-là et voir s'il est possible de faire des échanges, évidemment, qui sont pertinents. Il ne faut pas faire des échanges que pour les échanges. Donc, il faut voir s'il y a de la pertinence sur certaines thématiques qui sont connexes ou qui sont parfaitement partagées avec les partenaires qu'on aura dans ce marché-là, à faire des échanges de liens. Alors, la réponse globale, c'est oui, il faut évidemment avoir des backlinks dans le marché qu'on attaque pour augmenter notre autorité dans ce marché-là pour Google, on va dire. Ensuite, alors si on a un peu de budget, faire une campagne RP avec certains médias locaux. Une campagne RP, c'est une autre façon de dire une campagne d'articles SEO. Alors, articles SEO de qualité évidemment, et il faut viser des médias qui sont intéressants dans ces marchés-là. Média intéressant peut être un blog pour Conto, ça peut être un blog qui parle de finance en Italie, qui va être très pertinent, ou ça peut être Milano Finanza, ou ça peut être de la presse locale qui parle nos sujets. Après, il y a aussi le sujet de la page Wikipédia, quand on a la possibilité d'en créer une. Qui soit validé, qui soit valable, et s'il y a des annuaires pertinents. Mais ça dépend des business. Il y a des business où on peut avoir des annuaires pertinents, dans d'autres où c'est un peu plus compliqué. Après, d'autres vous parleront aussi de stratégie d'affiliation. Ça dépend aussi du type de business, si ça se prête à de l'affiliation. Alors, c'est des liens qui vont être traqués, qui vont pas forcément avoir du jus SEO, mais c'est intéressant d'être mentionné, d'être cité dans ces sites-là, qui vont être des sites pure player en SEO, qui vont être très importants. Voilà. Donc, pour revenir à l'entrepreneur, il faut voir effectivement si on a la possibilité d'avoir des annuaires pertinents et à petits frais, de voir s'il y a des blogs qui vont être intéressants. On peut acheter, voilà, on peut faire une campagne une campagne RP à petits frais. Donc on va acheter des liens, on va acheter des articles qui vont mettre en avant votre offre de manière pertinente et qui vont linker vers certaines de vos pages en respectant évidemment toutes les guidelines de qualité à ce niveau-là. Et ça va être intéressant pour lancer
le netlinking pour lancer un nouveau site, une nouvelle version linguistique. Rien à redire, hein, je pense que tu as fait le tour. En termes de bonnes pratiques, là pour parler de manière plus générique, quand on lance vraiment une nouvelle version ou même un nouveau site, on va souvent conseiller déjà d'envoyer un petit peu de puissance vers la home. Vers la home ou les pages vraiment de niveau 1 pour asseoir un peu les bases avant de chercher à optimiser voilà, les fiches produits, etc. Pour qu'au moins le nom de domaine de cette langue-là soit un peu installé, quoi. Complètement. Mais sinon, sur la méthodo, on a bien résumé. Une question sur les balises hreflang, une fois encore, avec la fameuse balise xdefault. Est-ce que c'est vraiment une bonne pratique SEO? Je la vois sur peu de sites. Alors, c'est une bonne pratique SEO si, encore une fois, on a une version... alors, la pratique générale, c'est évidemment la version anglaise du site, puisque l'anglais est la langue aujourd'hui la plus parlée dans le monde, dans le web, dans le business, et donc on a très peu de risques à l'utiliser comme version par défaut. Alors, elle est pertinente quand une partie de vos utilisateurs cibles dans vos marchés utilisent Google en anglais. C'est ce qu'on disait par rapport à Conto. On a des anglophones qui sont à Berlin, qui sont à Barcelone ou à Milan, qui vont venir par le site, par la version anglaise de Conto, et qui vont convertir parce que leur entreprise est installée dans un des 4 pays d'Europe où on est installé. Et donc, c'est intéressant de considérer une version, à un moment, de considérer une version anglaise de chacun des marchés qu'on a. Et donc de déclarer ces URL quand c'est possible en hreflang xdefault. Sinon, on peut déjà avoir une version anglaise qu'on a déjà, qu'on peut aussi déclarer en xdefault. Donc, je dirais que voir la traction qu'on a des utilisateurs cibles qui arrivent, qui peuvent arriver sur votre site en utilisant la langue anglaise. Donc, si on a un e-commerce ou si on est un site de génération de leads, je pense que les challenges sont différents. Il faut pouvoir utiliser à bon escient les outils de détection de volume de recherche des mots-clés et de voir si, évidemment, il y a une recherche anglaise sur certains de vos mots-clés en France, si on parle de la France, et si le potentiel est intéressant, ou si vous avez du branding, si on parle d'experts SEO chez certains annonceurs, de pouvoir avoir cette fameuse version anglaise de votre site. Voilà. Bah, écoute, très clair. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de risque, en tout cas, afférent à cette balise-là. Ça va être généralement que du bonus, puisque si le reste des hreflang est bien paramétré, en tout cas. Ok, alors là, on a on a un case study. Certains sites n'intègrent pas la balise hreflang et sont pourtant bien présents à l'international. Et donc, on nous montre l'exemple de lego.com qui n'a pas de balise hreflang. Alors, comment font-ils pour gérer le SEO multilingue? Alors, c'est intéressant. Alors, la balise hreflang, c'est un booster, hein, je dirais. Elle n'est pas obligatoire. Donc, Lego, c'est un bon exemple de gestion de SEO international grâce à des répertoires, un système de répertoire comme Conto, et sans doute, très probablement, grâce à la configuration aussi de la Search Console. Pour le géociblage, on peut le faire via la Search Console aussi. Ça rentre dans les signaux de géolocalisation qu'on peut envoyer à Google. Alors, ils ont pas mal de contenus identiques d'une version Linguistic Out. J'ai eu le temps de regarder un peu. Par exemple, la version luxembourgeoise, belge et française vont avoir des contenus. Ça va être de la duplication pure et dure. Et il n'y a pas de balisage hreflang. Alors, ils rankent plutôt correctement dans les balises, dans les index Google. Donc, le site belge est bien dans l'index belge, le site français est bien dans l'index français. Après, il est trop tôt. Je pense qu'il faut passer un peu de temps pour voir s'ils n'ont pas des coups d'opportunité par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils ont une segmentation pure et parfaite de leur trafic sur la version segmentée de leur site et si ils n'ont pas quelques problématiques qui peuvent apparaître ici et là.
Après, je pense que l'ego, il faut voir tout le linking qu'il peut avoir, tous les signaux qui vont aller dans le sens de la localisation de leur site web. Et dans ça, on peut avoir des mentions légales au netlinking, donc aux backlinks, aux petits changements mineurs qu'il peut y avoir dans le contenu pour préciser le pays, le marché dans lequel on est, qui vont apporter à Google des indications qui finiront par les faire indexer dans les bons index. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr, enfin, si on fait un audit complet, ils ont potentiellement quelques petites failles, mais je pense que le gros de leur index, le gros de leur catalogue de pages est bien indexé dans les index Google. Ouais, ça demanderait d'explorer un peu plus en profondeur, tout à fait. Et puis, juste un mot. Alors là, je sais pas si ça s'applique à l'ego, mais de manière générale, on a souvent, hein, les utilisateurs vont souvent citer des exemples du référencement ils vont citer Apple, par exemple, le site d'Apple ou le site de Nike ou je sais pas quoi. Et j'ai envie de leur dire, c'est pas forcément les marques qui sont les plus efficaces en SEO parce qu'elles en ont déjà pas besoin. Elles appliquent pas forcément les meilleures stratégies et c'est complètement secondaire de leur côté. Alors, je dis pas que ça s'applique pour l'ego, mais de manière globale, essayer de se comparer à des acteurs, plus à des pure players du marché, qui ont une présence web organique forte, plutôt qu'une présence marque. Alors, c'est très intéressant. Alors, par rapport à ça, effectivement, le branding Ouais, compte énormément. C'est-à-dire que quand on est Lego, le signal, les signaux qu'on enverra à Google vont être très bien analysés. Si on veut on n'aura pas de mal à localiser. Si on n'a pas de branding et qu'on fait la même stratégie que Lego, on peut avoir plus de difficultés à le faire, effectivement. tout à fait, ouais. On a une question, mais tu as déjà répondu un petit peu concernant la traduction automatisée avec des outils, comme DeepL ou Google Translate. Mm. Est-ce que tu veux développer un peu plus ou est-ce qu'on a déjà fait le Ouais. tour à ce niveau-là? On peut dire que si on va aller vite, ça peut donner une base si vous voulez briefer un rédacteur allemand pour traduire votre site en version allemande, ça peut donner une base. Vous pouvez traduire le texte effectivement bon, le rédacteur peut le faire lui-même, mais il faut en aucun cas utiliser le résultat de cette traduction dans une landing page parce que le risque, encore une fois, je le rappelle, est surtout d'être dans la sandbox, d'être vu comme un spammer, d'être vu comme un contenu de faible qualité et à moyen terme d'être, on va dire, d'avoir beaucoup plus de difficultés pour ranker et avoir la bonne traction une fois qu'on aura mis les ressources qu'il faut et qu'on aura bien adapté le contenu et augmenté sa qualité. Donc il y a ce Alors là, risque qui flotte. ouais, et effectivement, on avait déjà eu un peu cette question sous une autre forme. Là, je te propose un challenge, Karim. Il nous reste 6 questions. Est-ce qu'on est capable de faire 6 questions en 6 minutes? Je pense qu'il y a pas mal de redondance, donc on peut le faire. On peut le faire et Allez. prendre. Donc, en sous-répertoire, comment éviter le duplicate content si on est sur la même langue? Encore une fois, c'est le balisage hreflang, la géolocalisation, la configuration du géociblage dans la Google Search Console. C'est à peu près les mêmes réponses que pour la question 1. Tout à fait, ouais, ça rejoint une question qu'on avait eue au début. Alors, mettre son site en multilingue joue-t-il sur le référencement? Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une question implicite. C'est est-ce que ça joue sur le référencement de mon site original, en bien ou en mal? La question est un peu vague. Alors, je n'ai pas vu à date d'impact comment dire. Alors, c'est-à-dire que théoriquement, il y en a un. C'est-à-dire que si on augmente le nombre de trafic, le volume du trafic en créant des versions géolocalisées à d'autres pays, on augmente le trafic, on augmente certains indicateurs qui sont censés être des signaux positifs pour le SEO. Il y avait une étude SEMrush, je me rappelle à l'époque, qui avait mis le trafic direct comme dans le top 3, il me semble, des indicateurs SEO positifs pour Google, des signaux de ranking. Bon, on peut partir sur cette réponse un peu théorique, mais j'ai à date pas vu d'impact significatif venant
voilà, d'une traduction, pas d'une traduction, mais d'une expansion du site à d'autres marchés. Tout à fait. Peut-être une problématique liée à la duplication, si vraiment on fait ça de manière, voilà, de manière très mauvaise et tout automatisé. Mais étant donné que votre site de départ aura de toute façon la plus grosse autorité, c'est pas lui qui va être impacté, c'est surtout vos nouvelles pages qui vont être et votre nouvelle langue qui vont être mal référencées. Mmh. Faut-il, dans un premier temps, utiliser un plugin de traduction? Alors les gens vraiment insistent. Et je comprends, hein, je comprends. Oui, oui. C'est le raccourci. Complètement. Encore une fois, je rappelle la réponse, c'est faites des petites quantités, identifiez vos pages business les plus importantes, traduisez-les, enfin transcréez-les plutôt, optimisez-les en SEO et voyez l'attraction que ça peut générer et ça justifiera l'utilisation d'autres ressources pour augmenter le catalogue de pages optimisées pour ce marché-là. Évitez autant que possible une traduction en bloc de votre répertoire français. Je comprends un peu le sens de la question. C'est en gros, est-ce que je fais des traductions un peu comme un sagouin dans un premier temps et ensuite je les peaufine? Et donc là, la réponse, ce serait plutôt bah non, puisque vous allez, en gros, en faisant ça, vous demandez à Google de réévaluer la page. Donc, il va d'abord lui donner une évaluation de qualité assez basse et puis ensuite, en changeant le contenu, et ben, il va réévaluer et vous noter positivement. Alors que bah, c'est toujours mieux de ne pas lui demander de vous réévaluer du tout, en fait, dès le départ, avoir moins de pages, mais de bonne qualité. Et encore une fois, ça dépend de la langue. Il y a des langues où même le contenu que vous aurez ne sera plus fidèle le sens ne sera plus fidèle au contenu original, donc c'est des problématiques de conversion. Après, ça peut être une très mauvaise Ouais. expérience pour les prospects que vous allez attaquer. Complètement. Combien de temps faut-il attendre avant de passer son site en multilingue? Là aussi, c'est peut-être un peu vague comme question. Oui, je la lierai à la question précédente. Dès que vous en avez les moyens, dès que vous identifiez l'attraction, donc c'est pour ça qu'il faut faire des tests. L'approche test me paraît très intéressante avec 2, 3, 4 landing pages importantes, pouvoir voilà, avoir une bonne optimisation SEO, commencer à avoir des backlinks, mettre un peu de budget en SEA pour voir en Google Ads, pour voir si on commence à avoir un peu de traction qui justifierait ensuite plus de ressources pour traduire le reste. Ouais. Donc en gros, dès que possible, si vous en avez le temps et puis le budget qui va avec, effectivement. Est-ce que les backlinks venant d'un sous-domaine sont aussi puissants qu'un backlink venant d'un autre site? Alors j'imagine un domaine différent, on veut dire. Oui, alors c'est une précision importante. Bah, c'est la théorie veut que le sous-domaine soit considéré comme un site à part entière. Je dirais que oui. Si c'est un sous-domaine externe, évidemment, pas votre propre sous-domaine. Bah, moi, j'ai l'impression que la question, comme on traite du multilingue, c'était un backlink provenant de mon propre sous-domaine, quoi. Dans ce cas-là, bah, c'est un peu, ça va être compliqué. Il y a eu justement, c'est ce qui a un peu obligé Google à mettre les points sur les i. En fait, il y a eu une surexploitation de cette technique-là à un moment, qui a obligé Google justement à adapter ses critères de classement et aujourd'hui, ça peut être considéré comme du spam si c'est fait at scale, c'est fait à une grosse échelle. Donc voilà, attention à ça. Et la dernière question, et ensuite on essaiera de passer aux questions du chat. Mais on a réussi les 6 questions en 6 minutes. Pour des raisons techniques, je ne peux pas implémenter de hreflang. Donc existe-t-il des alternatives? Plus simple, géociblage dans Search Console, un peu moins simple sous répertoire, sous subfolder, donc c'est sous répertoire. Ouais, c'est ça. La plus simple est de commencer déjà par la Search Console, faire ce géociblage, voir les résultats que ça peut donner, et ensuite voir si on peut passer les versions linguistiques en sous-répertoire avec du netlinking. Et après, si on a toujours des problématiques et qu'on n'est pas légaux, voir si on peut avoir le hreflang, effectivement. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Et ben on va pouvoir voir un petit peu les questions du chat en attendant. Donc il nous reste environ 5 minutes. Et en attendant de vous les sortir, juste pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le livre blanc
qu'on a conçu, donc avec l'aide de Karim, avec l'aide d'Amandine Bard de chez Wallaxy. Après, il y a beaucoup d'experts SEO, hein, Nicolas Nguyen de chez nous, Vincent Terrassi, Christophe Vidal, avec toutes les choses à savoir. Donc, c'est un livre blanc très complet. Effectivement, on a quelques précisions sur la stratégie qu'on a eue justement pour le SEO international dans le livre blanc. Et je précise que si vous avez des questions, moi je prends souvent une demi-heure, 1 heure les vendredis après-midi pour y répondre. Donc n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn voilà, on peut effectivement sur certaines questions, ça m'intéresse aussi d'y répondre, d'aider les entrepreneurs avec les réponses qu'on peut avoir qui sont des quick wins en général. Donc n'hésitez pas à le faire via LinkedIn. Alors, on va pouvoir filtrer les questions. On a une première question de Cilia. Tu as déjà répondu en partie, hein, c'est quelle est votre stratégie pour la création de contenu multilingue? Est-ce que c'est simplement du recyclage de contenu? Donc, même contenu traduit dans différentes langues. On fait des recherches sémantiques semestrielles et on en fait de plus en plus, enfin, je veux dire, de manière trimestrielle même, pour voir à chaque fois justement avec l'évolution du produit Conto, les nouvelles features qu'on sort, les nouveaux use cases qu'on peut avoir sur les marchés, les évolutions légales qu'il peut avoir, les mots-clés qui peuvent être nouvellement créés. Donc tout ça nous oblige à aller regarder très souvent ce qui se passe. Et donc je dirais que c'est l'alpha et l'oméga de la stratégie éditoriale. C'est vraiment de mettre la tête dans la recherche sémantique. Alors, il y a des méthodes pour la recherche sémantique, il faut pouvoir les craquer, il faut pouvoir avoir une méthodologie qui vous donne des résultats assez rapidement. Le résultat, c'est une roadmap, c'est un plan d'action avec les mots-clés qui sont importants, le type de page que vous voulez créer et le résultat que vous espérez obtenir. Ça peut être un résultat en termes de conversion ou un résultat en termes de visibilité. Donc, voilà, tout ça vous donnera du sens à votre stratégie éditoriale, surtout quand il faut la localiser à des pays. Très clair, ouais, je rejoins ce que tu disais. Donc, essayer de privilégier la localisation, l'adaptation au maximum. Une question, alors peut-être plus pour moi, de Chris. Une agence SEO française est-elle réellement en capacité d'optimiser le site de filiales étrangères dans leur langue? Je vais répondre sans langue de bois, c'est-à-dire si c'est du néerlandais, les stratégies éditoriales qu'on va être capable de faire vont être évidemment très limitées. Donc, moi, très honnêtement, je le recommanderais pas. Pour de l'anglais, de l'espagnol, voilà, oui, c'est possible. Pour du chinois, non. Et donc, par contre, la plateforme SEMJ, là, va être précieuse parce que la plateforme SEMJ, elle est en plusieurs langues et elle gère toutes ces langues-là, en fait. Et elle va vous donner très précisément les mots-clés et surtout les briefs éditoriaux dont vous avez besoin, qui sont créés en fonction des SERP locales. Donc là, super intéressant. Alors, on a une question pour Karim. Je te laisse répondre du coup. Oui, je pensais répondre directement en écrivant ma réponse, mais très bien. C'est une question de Nathan de chez Shine, il me semble. Donc, comment est construite l'équipe SEO? Est-ce qu'un SEO par pays, une équipe uniquement composée de SEO ou aussi des rédacteurs en interne? Alors, on a effectivement une équipe, on a des profils SEO managers. Et on a des profils SEO Content Manager. Donc, le Content Manager sera expert du contenu. Il aura dans ses missions aussi la recherche sémantique, mais il est, on va dire, responsable de l'exécution de la roadmap, du brief SEO qui découlera du mot-clé jusqu'à la publication sur le site web et tout ce qui est lié à ça, hein, l'indexation, les échanges avec les équipes paid, etc. Enfin, donc il y a cette distinction-là entre les deux. Alors, le SEO manager, on a des profils
technique. Dans l'équipe, on a Florian qui a une expérience en startup et en agence qui est très intéressé par les sujets tech et data, qui va beaucoup nous aider sur des sujets d'optimisation technique, mais pas que. Mais il va avoir un peu cette spécialité-là. Pardon. On a aussi Noémie dans l'équipe qui, elle, va avoir de plus en plus prendre le pas sur le netlinking, par exemple, au niveau strat. Mais voilà, les SEO managers vont être sur toutes les questions SEO, à part évidemment la rédaction et la construction des pages, qui vont être la prérogative des SEO content managers. Et je pense que du coup, tu as fait d'une pierre deux coups en répondant aussi à la question de Jean-Florent qui demandait s'il fallait un profil SEO par pays. Yes, pardon, c'est ça que j'ai oublié. Oui, on a les SEO Content Managers sont par pays du coup. On en a un par pays et après on peut avoir des SEO copywriters qui s'ajoutent. Mais disons qu'on a effectivement un profil incontournable qui sera le SEO Content Manager dédié au pays. Parfait. Bah, on arrive à midi. Alors, vous voyez, vous avez nos adresses mail à l'écran. N'hésitez pas à les noter parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. On va s'arrêter là, à moins que Karim, tu veuilles en faire une dernière. L'expansion au nouveau marché, c'est super excitant. Ça remet en cause plein de biais. Au final, on a des difficultés à répliquer certains produits, certaines offres. Et inversement, on a des tractions inenvisagées sur certains produits. Donc, au niveau intellectuel, c'est très intéressant. Il y a une partie technique qui est aujourd'hui assez claire de gestion des contenus et des indexations, etc. Donc ça, il ne faut pas faire l'impasse sur ça. Je pense qu'on a parlé des principales techniques. Ensuite, sur la partie entrepreneuriat, couteau suisse, visez plutôt la qualité que la quantité, visez plutôt les tests, valider des tests plutôt que de lancer le site en traduction automatique pour essayer d'espérer les plus de gains à court terme. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut garder de ce webinaire et faire une deuxième heure pour parler de sujets un peu plus précis. Mais c'est ce qu'il faut garder. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas à aborder. Par exemple, la partie légale. Vous savez que si vous, dans certains pays, vous dites, je sais pas, la référence française des lames de terrasse composite, bah, il y a peut-être certains pays où vous n'avez pas le droit de dire je suis la référence parce que c'est illégal en fait, ou je suis le meilleur produit. Bah, dans certains pays, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce terme-là. Donc il y a aussi toute une recherche légale. Enfin, c'est vraiment très très profond le multilingue. Donc effectivement, ça mériterait un deuxième webinaire. Merci beaucoup à toi, Karim, pour d'avoir répondu présent à l'invitation et pour tes réponses pertinentes. Merci à vous tous d'avoir été nombreux à participer et pour toutes vos questions. Et puis, voilà, téléchargez le livre blanc si le sujet vous intéresse. Je vous dis à très bientôt sur les webinaires SMJ et à bientôt, Karim. À bientôt. Au revoir. Ciao.